France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum avec cette question du jour aujourd'hui, Paris et Christophe Castaner ont annoncé le retour de 130 terroristes de Syrie. Faut-il les accueillir? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Question délicate et difficile que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Nous en parlerons dans quelques instants avec nos chroniqueuses Fatima Ouassak, le retour, et Faiza Ben Mohamed. Le gouvernement aurait décidé de repousser encore l'examen du texte consacré à la réforme du culte musulman. En cause cette fois-ci, visiblement, les gilets jaunes. Nous allons tenter, si vous le voulez bien, de faire nos propositions. Quel est le chantier absolument important à traiter d'urgence pour le culte musulman en France? Vos propositions tout à l'heure. Le mouvement des Gilets jaunes a remis en lumière le problème important des violences policières et de leur impunité. Si leurs auteurs ne sont pas supposés être au-dessus des lois, dans les faits, ils sont rarement sanctionnés, comme vous le savez. On se posera la question, les policiers sont-ils au-dessus des lois selon vous? Vous y répondrez à 17h30 sur France Maghreb 2. C'est parti pour le grand forum, émission, votre talk de 16h à 18h, émission sans langue de bois qui vous donne la parole au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est sur France Maghreb 2. Votre rendez-vous de décryptage de l'actualité avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus. Une sur deux est arrivée et en plus, voilà, on pourra rien vous cacher. Elle a retourné la France et elle est à l'heure. Faiza Ben Mohamed, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour aux auditrices, auditeurs, bonjour à tous. Comment ça va ma chère Faiza? T'as pas connu la neige toi à Nice, tout va bien? Non, à Nice, écoute, je suis bien contente d'être rentrée parce que avec ce que j'ai vu ce matin à Paris, Nice là on est plein soleil. Ouais, voilà, donc Faiza donc a eu quelques soucis pour rentrer sur Nice, mais tout s'est bien passé. La SNCF, on lui attribue quelle note? On lui attribue une note toute pourrie comme d'habitude. Hein. On va lui mettre allez 5 parce que j'ai réussi à rentrer, mais après voilà, ça reste la SNCF avec les retards. Mais bon, après ils sont pas responsables non plus de la neige, donc voilà. C'est sûr. Mais dès qu'il y a un petit flocon ou deux, ça y est, c'est la catastrophe dans ce pays. Voilà, donc d'ailleurs se poser la question ce matin dans les médias, est-ce qu'on en a encore un peu trop fait finalement avec cette alerte à la neige qui, oui, elle est tombée en Île-de-France, c'est vrai. Mais de là à dire que ça a été aussi important que ce qu'ils avaient annoncé, non, bien évidemment que non. Et en plus, la circulation était parfaitement fluide ce matin, ou quasi fluide, à part donc dans les transports, notamment dans les trains où il y avait quelques soucis de déneigement, enfin de neige sur les voies ferrées. Voilà. En tout cas, l'essentiel c'est que tu sois arrivé et que tu sois là. Tu seras rejoint donc dans quelques instants par notre Fatima Ouassak nationale qui décidément n'a pas pris la bonne résolution d'arriver à l'heure pour cette nouvelle année. Bon, vous avez quand même un point commun toutes les deux. Alors d'abord, je ne sais pas si tu la connais, Fatima Ouassak. Je la connais, je la suis sur les réseaux sociaux, mais après on s'est jamais rencontrés, non. Vous avez deux points communs. C'est la première émission qu'on fait ensemble. Alors le premier point commun, je sais ce que c'est. Ouais. On est toutes les deux d'origine rifaine. Ouais. Après le deuxième, j'arrive pas à le trouver. Bah vous êtes tous les deux marocaines. Voilà. Ah oui, mais... Ouais, bon, ok, c'est bidon, c'est bidon. Oui. Voilà, vous êtes toutes les deux rifaines, effectivement. Donc, deux rifaines, autant dire que j'ai intérêt bien me tenir, quoi. Hein, c'est ça. J'espère que t'es bien attaché à ton siège, là. C'est ça. Et vous, voilà, prévenus, vous, auditrices, auditeurs, ça peut mordre à n'importe quel moment. Donc, voilà. Soyez là et en direct avec nous, en tout cas, tranquillement, au 01 40 33 9000. Alors, le sujet à la une, plutôt ce qui fait le buzz dans tous les médias depuis ce matin, évidemment. Eh bien, c'est cette annonce qui a été faite hier sur le probable retour de 130 terroristes de Syrie. Vous considérez les djihadistes comme français, mais nous, les républicains, demandons depuis des années la déchéance de leur nationalité. Pourquoi comptez-vous faire revenir ces individus et à quel prix? La sécurité, c'est la première des libertés, le pilier de la cohésion de notre société. Rentre en France. Vous êtes triste que ça se termine? Non, pardon. Non. Ça fait longtemps que j'essaie de partir d'ici. Sans argent, sans connaissance, c'est pas possible. S'il y a des Français sur place et s'ils doivent être expulsés, on sait où ils sont, on sait de qui il s'agit. Et s'ils posaient le pied en France, ils seraient immédiatement arrêtés et ils seront jugés.
Jusqu'ici, la France souhaitait les faire juger par les autorités locales sur place. Mais l'annonce du retrait des troupes américaines en décembre dernier change la donne. Les autorités redoutent désormais de perdre la main sur les djihadistes français. Monsieur Castaner, il a une responsabilité importante. Faire revenir autant de djihadistes, se faire revenir autant de potentialités d'attentats possibles sur notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. Mathilde affirme avoir quitté la France avec les attentats. A-t-elle des remords? La réponse est ambiguë. En France, j'étais pas libre parce que j'étais musulmane et je pouvais pas pratiquer comme je voulais. Dans l'État islamique, on peut pratiquer, mais il faut pratiquer comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a posé un peu le décor sur cette question qui, je vous l'accorde, n'est pas facile à répondre, mais on vous la pose quand même, on la tente. Et vous avez d'ailleurs été tranchant pour le coup. Faut-il les accueillir, ces fameuses 130 personnes qui seraient donc en prison et qui pourraient probablement être rapatriées? Vous répondez à cette question donc sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, et vous nous donnez votre avis qui nous intéresse sur le sujet. Et en toute tranquillité et sans langue de bois au 01 40 33 9000. Je dis complexe et difficile parce que forcément c'est pas facile de se demander. On s'adresse quand même, Faiza, il faut le rappeler, à des gens qui sont français. Donc très délicat et difficile. Mais on se souvient quand même que le gouvernement avait dans un premier temps décidé de les faire juger sur place, sauf que la donne a un peu changé depuis l'annonce américaine et du retrait de Syrie et d'Irak. C'est ça, c'est que après c'est un petit peu compliqué parce que en fait ces gens-là ils sont français, ils sont pas forcément binationaux, contrairement à ce que je viens d'entendre dans la bande sonore. Alors je sais plus qui parlait, j'ai l'impression que c'était la voix de Valérie Boyer, mais je suis pas sûre. Qui avait l'air de dire qu'il fallait se contenter de les déchoir de leur nationalité et de les laisser aux mains de qui ils sont. Il y avait plusieurs problèmes qui se posaient. Un, c'est que la plus grande partie de ces terroristes ont été arrêtés par les YPG. Les YPG, c'est une autre organisation qui est classée terroriste par les États-Unis et par l'Union européenne et qui n'est pas légitime à émettre de jugement ou à les incarcérer ou en tout cas à les condamner. Du coup, c'est pas des tribunaux qui vont être reconnus. Ensuite, quand bien même ils étaient jugés, condamnés par ces tribunaux illégitimes, quelle garantie est-ce qu'on avait que demain, si ça va pas avec la France, ils relâchent pas tout simplement tous ces terroristes dans la nature et à ce moment-là, on sait plus où est-ce qu'ils sont. Donc moi, ma réponse, elle est plutôt de dire que je suis favorable à ce que ces terroristes, ces 130 personnes, s'ils peuvent être rapatriés en France, être incarcérés en France, et qu'on puisse les surveiller, au moins on sait où est-ce qu'ils sont, on sait qu'ils sont tous sous cellules et qu'ils peuvent pas nuire, pour moi c'est préférable à ce qu'on les laisse dans la nature et qu'on risque des attentats et des surattentats. C'est ça, parce qu'il y a le risque effectivement qu'ils s'échappent de prison et après qu'ils ne soient plus contrôlés ou contrôlables. Et d'où se pose cette question, forcément. Mais de toute façon, Castaner, le ministre de l'Intérieur, a été clair. Si toutefois ces personnes sont rapatriées, ils seront de toute façon conduits en prison de toute façon. Est-ce qu'il ne faut pas faire du cas par cas? On va se poser aussi la question, le sort aussi des épouses. Vous vous souvenez aussi qu'on avait parlé des épouses, en l'occurrence il y a quelque temps. Alors le résultat est donc 71% à dire non à leur retour sur Facebook, par exemple. C'est normal. 71%. C'est normal. Quand on pose la question d'un retour de terroristes sur le sol national, donc c'est normal. Oui, mais que les gens, il s'agit de Français, Faiza. Il s'agit de Français qui, pardon de le rappeler, mais quand même qu'on a, j'allais dire pas laissé partir, mais on a en tout cas pour les mineurs. Entrouvert une petite porte de facilité. On rappelle quand même qu'à l'époque, entre 2012 et 2014, les mineurs ont pu quitter le territoire sans autorisation parentale. Donc, il y avait quand même cette possibilité. Ensuite, l'Assemblée nationale a vite fait remis cette possibilité donc de ne pas quitter le territoire sans autorisation parentale, mais ça a existé. Oui, bien sûr. C'est que en fait, on a une responsabilité dans leur départ. Elle est certes passive. Je veux dire, le gouvernement français n'aura pas dit de partir, mais c'est une responsabilité de n'avoir pas contrôlé ces mineurs qui sont partis et des mineurs qui étaient pour beaucoup, par exemple, je parle ici sur Nice, on a une certaine un gros contingent quand même, qui a quitté la ville de Nice pour aller rejoindre un groupe affilié à Al-Qaïda.
quand ils sont partis, il y en avait qui avaient 16, 17 ans et qui du coup maintenant ont eu le temps de s'entraîner et de pouvoir, s'ils reviennent, causer beaucoup de tort et avoir peut-être même d'autres dessins criminels même ici. C'est pas la question. On a une responsabilité passive dans les départs. Alors on va prendre l'avis. Oui, je t'en prie, Faiza. Après, je trouve normal la réponse des internautes qui nous disent non, on n'en veut pas. C'est normal. 71% sur Facebook, France Maghreb 2. Vous continuez de voter aussi sur Twitter, le Grand Forum FM2. On va prendre l'avis des auditeurs parce qu'il est intéressant. Il est intéressant cet avis de Jamel, par exemple. Tiens, du côté de Chanteloup-les-Vignes. Bonjour Jamel. Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs. Bonjour Jamel, ça va? Il n'y a pas eu trop de neige chez toi? Il y a eu de la neige, mais moi ça me dérange pas du tout. On est beaucoup plus tranquille du côté de ce côté de l'Île-de-France plutôt. Ouais, les Yvelines apparemment vous avez été bien enneigé, hein. Plutôt, ouais. Mais on a vu pire. Moi je me rappelle de 2012, c'était pire. Donc restons prudents. Bon, alors Jamel, la question compliquée et difficile aujourd'hui. Oui. Alors moi j'ai décidé d'appeler car je suis plutôt contre par rapport au vote qui a été annoncé aux 71% qui sont contre le retour de ces personnes-là. Moi j'estime que ces personnes étant de nationalité française à l'origine, je vais pas revenir sur le débat de la déchéance de nationalité, qui pour moi est vraiment du n'importe quoi. Ça ne tient pas la route. Non, ça ne tient pas la route parce que je pense que quelqu'un qui est parti s'entraîner, qui a été endoctriné là-dessus, se fiche un peu de perdre sa nationalité française. Donc c'est un débat stérile pour moi. Mais par contre, le retour de ces personnes, oui. Je pense que oui, il faut qu'elles retournent en France afin qu'elles soient jugées alors par une autorité française ou internationale. C'est un autre débat encore une fois. Mais je pense que ces jeunes appartenant à la France doivent revenir en France. Et je pense que s'ils reviennent en France, tout sera encadré, que ce soit directement en prison ou pour, comme vous l'avez dit, pour leurs épouses notamment, dans un cadre, enfin une réglementation, un suivi. Voilà, moi je suis pour qu'ils reviennent sur le sol français, qu'ils soient jugés pour ce qu'ils ont fait, car on doit, comme Faiza l'a dit au départ, on a une responsabilité même si elle est passive. Oui, Jamel, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué et difficile. En même temps, on peut ne pas s'étonner du résultat, comme le faisait remarquer Faiza, parce que beaucoup disent, voilà, non, on veut pas de ces gens qui sont peut-être devenus maintenant des bombes humaines, finalement. Mais c'est ça, mais même nous qui disons qu'ils sont légitimes à revenir, même moi, j'ai pas spécialement envie de savoir qu'il y en a qui vont revenir à côté de chez moi, et j'ai pas spécialement envie de savoir qu'ils vont revenir dans mon pays. Mais, quand on prend en compte le droit et uniquement le droit, ils sont français, ils doivent venir ici, devant un tribunal français, répondre de leurs actes. Et on sait, j'imagine pas du tout le ministère de l'Intérieur, avec toute la répression qui a suivi les attentats, les laisser comme ça dans la nature sans avoir de suivi. Sur ça, je pense qu'on peut quand même leur faire un minimum de confiance, même si, voilà. Donc, en tout cas, Jamel, si j'ai bien compris. Alors, moi, je vais juste rebondir sur une chose, c'est que le fait du vote, il est tout à fait logique. Là, je vais revenir encore une fois sur ce résultat-là, c'est 71%. C'est normal, comme Faisal l'a dit, on a peur, mais le principe du terrorisme, la racine du mot terrorisme, on va pas rentrer dans l'étymologie complète, mais c'est la peur. Et je pense qu'on ne doit pas céder à cette peur-là. Ces gens-là doivent être jugés pour leurs actes et je pense vraiment pas qu'ils vont causer de tort puisque ça sera encadré. Et je pense que le gouvernement, Monsieur Castaner, s'arrangera pour que ces gens-là soient bien encadrés, que ce soit en prison ou pour leurs proches en résidence surveillée. Là-dessus, je pense pas qu'il ne faut pas céder à la peur, tout simplement. Bon, merci Jamel en tout cas pour votre avis. En toute franchise, comme d'habitude, merci beaucoup. Merci bien. 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour nous donner votre avis sur cette question quelque peu complexe. Oui, on se le dit, complexe. Oui, quant à leur retour en France, est-ce que vous êtes pour ou contre? Je vais accueillir, puisqu'elle est arrivée avec nous, Fatima Wassak. Bonjour, chère Fatima. Bonjour Christophe, bonjour à tous et à toutes. Ravi de te retrouver. Bonne année, tout ça, tout ce qui va avec, quoi. Oui, bonne année à toi, bonne année à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et je te présente un collègue qui n'est pas avec toi en plateau, mais à Nice, Faiza Ben Mohamed. Salut Faiza. Bonjour Fatima, comment ça va? Alors je disais première émission toutes les deux. Je disais tout à l'heure que vous avez un point commun toutes les deux.
Ah, on est Riffen. Voilà. Ah. Voilà. Je t'ai grillé le scoop. Voilà, vous êtes Riffen toutes les deux. Donc, ça, je savais. Autrement dit, j'ai intérêt de me tenir à carreau, hein, comme me disait, me faisait remarquer. Ah, on a notre petite réputation, hein. Ah ouais, ça c'est clair. C'est clair. Hein. Bon, ça va bien, Fatima? Oui, ça va et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Raconte-nous. Bah écoute, je continue à militer. Ouais. C'est important, je m'occupe de mes enfants, voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ah voilà. bah, nous aussi. Ça fait plaisir. Alors on t'accueille avec une petite question assez complexe. Tu sais qu'on parle depuis hier de ce fameux retour de ces 130 terroristes de Syrie, français bien sûr, parce que il y a eu, vous le savez, ce retrait américain d'annoncer de Syrie et d'Irak. Donc ça a un peu changé la donne quant à leur retour. Le gouvernement au départ n'était pas pour, ils souhaitaient qu'ils soient jugés sur place, et puis bon. Donc maintenant que les Américains se sont retirés, ils n'excluent pas de rapatrier ces 130 Français de Syrie. Et la question, elle est toute simple. Est-ce qu'il faut les accueillir, Fatima? Déjà, tu as parlé de 130 terroristes. Oui. Les mots sont très importants. Oui. Alors, il s'agit pas de 130 terroristes. Il y a un certain nombre de journalistes, d'avocats qui ont montré qu'en fait, en réalité, il s'agissait de quelques dizaines de personnes déjà. Parmi ces 130, en réalité, il y a des femmes et des enfants. Est-ce qu'on peut dire que ces enfants sont des terroristes? Je ne crois pas. Donc ce terme de terroriste, quand même, il est à prendre avec des pincettes. Et puis encore une fois, le chiffre de 130 n'est pas correct. Il s'agit en réalité de quelques dizaines, apparemment 60-70. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, il s'agit bien de Français, comme tu l'as dit. Ils sont Français. Oui. Donc il faut qu'ils soient jugés en France. Enfin, je vois pas où est le débat. Ce sont pas des déchets de l'humanité. Ce sont des Français. Ils sont nés en France, pour l'essentiel. Ils ont été socialisés en France. C'est de la responsabilité de la société française. Il faut alors il y a un droit en France. Voilà, il y a des lois. Il y a un droit. Tu dis, ce sont des terroristes pour les adultes, du moins. Oui, il faut savoir s'ils sont terroristes ou pas. Pour le savoir, il faut les juger. Ils sont pas partis manger un kebab là-bas. Non mais pour ça, Christophe, tu vois, tu sais qu'il y a une présomption d'innocence déjà qui existe dans le droit français. Il se trouve que tu vois, par exemple, si moi je t'accuse de des pires crimes, on va me dire oui mais non, tu peux pas l'accuser sans preuve. Il va falloir que j'argumente, que j'apporte des preuves, et surtout il va falloir qu'on fasse ça dans un tribunal avec un juge, un procureur, un ou une juge, des procureurs, des avocats. T'as le droit d'avoir un avocat ou une avocate pour être défendu. Ces droits-là que toi tu as, Christophe, il se trouve que ces individus-là, ces êtres humains, et ces Français surtout, ils sont de nationalité française, ils ont les mêmes droits. Donc il n'y a pas de débat. Alors c'est même pas du rapatriement, ce sont des Français. Ils doivent être jugés en France pour les crimes qu'ils ont éventuellement commis. C'est pas sûr, mais pour les crimes qu'ils ont éventuellement commis, et on saura à ce moment-là, quelle est la nature de ce qu'ils ont fait là-bas. Et s'ils doivent être punis, ils seront punis. Sur la base du droit et sur la base de la loi. Tu peux comprendre qu'il y a une peur quand même qui s'exprime de la part de certains. Non, pas par exemple, 71% des gens qui on a interrogés aujourd'hui sur notre page Facebook disent que non, ils sont pas pour leur retour. Alors c'est parce que tu as parlé peut-être de terroristes. Alors c'est sûr, si tu dis aux gens, est-ce que vous non mais attends, Fatima, on va employer les mots qu'il faut. Je veux dire, quand tu pars en Syrie dans une zone de guerre. Oui. Voilà, tu vas pas faire des ateliers cuisine là-bas. Quand t'es un homme et que tu pars là-bas, mais tu pars bien avec une intention de. Tu sais qu'il y a d'autres Français qui partent dans des zones de guerre. Ça s'appelle des soldats, ça s'appelle des militaires. Oui, d'accord. Voilà, ils ont le droit de revenir en France. En l'occurrence. Alors ce sont pas des militaires, c'est vrai. Bon, ça c'est une différence de taille. Tu as raison. Maintenant, tu sais qu'il y a aussi des Français qui partent en Palestine et qui sont sur des zones de guerre. Ils ont le droit de revenir ici. Ils sont même pas jugés. Déjà, ils ont le droit de se balader dans les rues de Paris sans aucun problème. Et puis surtout, je te dis encore une fois, c'est important de dire que parmi ces personnes dont tu parles, il y a des enfants. Ah oui, tu vois, donc c'est pour ça que c'est important de pas dire terroristes comme ça. Eux, ils sont pas payés pour les crimes potentiels éventuels de leurs parents. Et puis surtout, encore une fois, avant de les condamner, il faut les juger. Voilà. Et puis alors, quand même, ce qu'il faut dire, et ça c'est important, Monsieur Hollande, donc l'ancien président, a quand même, et ça on le sait, c'est pas moi qui le dis, il y a plein de journalistes qui ont montré ça, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il a quand même ciblé un certain nombre de ces personnes, de ces individus, pour les tuer. Ça, je pense que tu es au courant. Bien sûr. Il y a eu des attaques, des assassinats ciblés, donc il y en a quand même un certain nombre qui ont été tués comme ça. Voilà, ça c'est important de le dire. Par ailleurs, tu le sais aussi, il y a un certain nombre de responsables français qui ont participé à des guerres, par exemple la guerre en Libye. Dieu sait que le journal Mediapart a longtemps écrit et enquêté là-dessus, sur ces responsables politiques qui ont les mains pleines de sang, de litres et de litres de sang, pour ce qui s'est passé en Libye, sans donner de nom, mais je pense que tu vois de qui je veux parler. Bon voilà, ça c'est pareil, ces gens-là sont des Français, ils sont même pas jugés. Enfin si, d'ailleurs ils sont jugés. Là, ils sont pas jugés, il y a des enquêtes, etc. Bon voilà, pourquoi ces gens-là, ces familles-là, ces hommes, ces femmes, ces enfants, je parle pas des enfants parce qu'ils doivent être considérés comme des enfants, ils ont des droits
voilà, leurs droits d'enfants doivent être respectés. Pourquoi ces hommes et ces femmes qui sont partis en Syrie auraient pas eux la possibilité d'être jugés? Pourquoi? Alors, et puis on rappelait tout à l'heure, très justement aussi, que la France a permis à des mineurs de pouvoir quitter le territoire pendant 2 ans quand même, hein. 2 oui, ans. Exactement. Sans autorisation parentale à l'époque. Parce que c'est ça, c'est très compliqué, hein, le rapport de l'État français avec ce qui se passe en Syrie. Il y a une grosse responsabilité. Évidemment. Oui. Tu vois, ils ont aussi joué un petit peu avec le feu, ils ont aussi manipulé pas mal de personnes, on le sait, hein. Bien entendu. Donc voilà, donc la situation est très très complexe. Voilà, les gens dont tu parlais qui ont répondu à ton sondage en disant qu'il fallait pas que ces gens reviennent. Je sais pas si tu as vu aussi que l'autre Gugus là, comment il s'appelle, Dupont-Aignan. Oui. Lui, alors lui, sa proposition, c'est carrément de les envoyer au bagne. Ah. Enfin, je sais plus sur quelle île. Voilà, mais c'est, il veut Guantanamo. Enfin, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est refuser à certaines personnes le fait que ce sont des êtres humains. C'est les sortir de l'humanité et surtout, en l'occurrence, c'est de les sortir du fait qu'ils sont français, du peuple français. Voilà. Il faut que la France, elle assume que ces gens-là sont français. Ils font partie de la société française. Donc, si crime il y a, il doit y avoir jugement. Bon. Il y a eu un certain nombre d'erreurs déjà du gouvernement français qui ont été faites sur les derniers mois. On sait que un certain nombre de bastions qui appartenaient à Daesh ont été complètement anéantis et que tout le monde a été emprisonné par les YPG qui détenaient jusqu'à présent, donc une faction terroriste kurde, qui détenait ces terroristes, dont de nombreux Français. Ouais. Je parle uniquement des adultes. Qu'a fait le gouvernement français? Au lieu de rapatrier les enfants et de les considérer comme des enfants, ils les ont laissés là-bas. Donc là, en même temps, on a des enfants qui non seulement étaient avec des parents qui les ont fait partir en Syrie, et dont, bon, certains sont même nés là-bas sur place, mais on a aussi le problème de l'État français qui a laissé ces enfants continuer d'être emprisonnés ça dure depuis fin 2017, début 2018 pour les arrestations les plus récentes. On a laissé ces enfants aux mains d'une autre faction terroriste et en fait, on s'est complètement lavé les mains de notre responsabilité. Effectivement, voilà, donc il y a tous ces tenants et ces aboutissants qu'il faut entendre, bien entendu. Et vous avez votre avis à nous donner, comme Toufik qui nous appelle de Marseille. Bonjour Toufik. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour. Là, je parle par rapport dans Monsieur Jamal, donc ce qu'il a dit, donc c'est vrai. Donc il a raison par rapport aux gens qui sont partis faire le djihad ou Daesh ou n'importe. Vous voyez. Moi, je préfère que la France fait des accords avec la Syrie ou l'Irak, des accords comme ça. Donc, pour rentrer ces gens-là en France, juger en France, parce que donc, si on parle par rapport aux enfants qui sont nés là-bas, c'est pas un problème. Mais il y a des gens qui sont en train de pleurer leurs enfants, leur maman, leur papa, des grands-parents. En fait, il y a une loi donc ici qui dit. J'aimerais bien donc que la France fasse ce truc. Que les terroristes, je sais pas combien ils sont, viennent ici en France, et voilà, tout simplement. Ici, la France est un pays de loi, il n'y a pas de souci, donc je préfère. En tout cas, merci beaucoup Toufik pour votre appel depuis Marseille. Le ministre de l'Intérieur a bien précisé que de toute façon, dès lors qu'il reviendrait de Syrie, il serait donc mis directement en prison. Alors est-ce que c'est rassurant ou pas, j'en sais rien, mais ils seront mis en prison dans l'attente peut-être, on l'espère en tout cas, comme tu le disais Fatima, d'un jugement, parce qu'il faut qu'ils soient jugés. Et tout à l'heure, je faisais la remarque de peut-être aussi établir du cas par cas, parce qu'il y a peut-être des hommes qui sont partis là-bas et qui ont effectivement combattu auprès de certains groupes, et d'autres qui ont fait, je sais pas, d'autres activités, mais qui n'ont pas ou qui n'ont jamais eu à violenter quelqu'un, ou peut-être qu'ils l'ont fait, mais sous la contrainte, etc. Donc il y a plein d'éléments à prendre en compte, et il faut qu'ils soient jugés. Toute la difficulté de la justice française, le problème que tu soulèves, c'est que, la question de l'incarcération provisoire, elle est pas nouvelle, parce que ça existe depuis des mois et des années même, les revenants. Et il y en a même qui se rendent à la frontière turco-syrienne et qui se rendent d'eux-mêmes, qui appellent l'ambassade de France pour être expulsés par la Turquie directement vers la France. C'est arrivé, il y en a déjà qui sont en ce moment incarcérés dans les prisons françaises en attente de leur jugement. Oui. C'est beaucoup le cas de femmes. Et sur la question des femmes, le problème de la justice française, c'est qu'ils n'ont, dans la plupart du temps, aucune preuve qu'elles ont été au combat. Et que pour l'instant, tout ce qu'on a contre ces femmes, c'est qu'elles se soient rendues sur une zone de guerre. Et du coup, est-ce que la justice française pourra les condamner pour terrorisme, pour avoir, pour la plupart, alors je vais pas faire de généralité parce que je connais pas les cas par cas, mais pour la plupart du temps, c'est des femmes qui ont suivi des maris ou qui sont parties là-bas des fois pour se marier et contre qui on n'a aucune preuve qu'elles aient un jour tenu ne serait-ce qu'un couteau dans la main.
Du coup, il va falloir, ça va être toute la difficulté de la justice de trancher. Est-ce qu'on répond à l'émotion collective et là, à ce moment-là, on fait des peines complètement folles et tout en sachant qu'on va commettre de terribles injustices, ou alors est-ce qu'on prend vraiment au cas par cas et à ce moment-là, je pense que ça va être difficile pour le gouvernement d'assumer que malheureusement pour eux, et ben pour la plupart de ces personnes qui vont être rapatriées, il va falloir aussi les relâcher parce que pour certaines on n'a aucune preuve. Dans un instant, on y revient avec vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000. On va se faire force de proposition. Alors vous savez qu'encore les gilets jaunes sont le mal de tout ce qui se passe en ce moment dans ce pays. À tel point que le fameux texte de réforme sur l'islam de France qu'entreprend Macron a été encore repoussé. Alors nous, on va essayer de faire des propositions finalement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut vraiment acter d'urgence pour l'islam de France, pour aider Emmanuel Macron dans sa réflexion éventuellement? Quel est le chantier auquel il faut s'attaquer? Est-ce les mosquées? Est-ce le halal? Est-ce je ne sais quoi? En tout cas, il y a 3 projets qui vont s'affronter sur ce sujet, et donc Macron devra visiblement faire son choix. Et puis on parlera de la violence policière, toujours et encore. Les policiers sont-ils au-dessus des lois? C'est la question que je vous poserai, que l'on vous posera tout à l'heure à 17h30. Soyez bienvenus en direct au 01 40 33 9000. Fatima Wassak. Eh oui, ça nous fait plaisir de la revoir, Fatima. Alors, cette année 2019, avec Faiza Ben Mohamed sur France Maghreb 2, nos 2 Rifen du LGF sont avec nous. On a colonisé la radio, là. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on est en pleine réflexion sur ce retour de ces gens, de ces Français de Syrie que le gouvernement souhaiterait... envisage de faire revenir ici en France. Alors pour les mettre en prison, c'est ce que nous dit Castaner. On parle de les juger, bien entendu. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut les accueillir? C'est la question que l'on vous pose. Elle est compliquée et difficile, en même temps elle est toute simple, parce que on rappelle que ces gens sont français. Voilà. Et qu'on essaye, alors dans le débat politique aujourd'hui, on voit toute une sorte de chose, la déchéance de nationalité. C'est n'importe quoi. Comment voulez-vous déchoir quelqu'un? C'est interdit d'abord. Fatima, si je ne m'abuse. Non, mais complètement. Alors, si il y a eu des velléités comme ça à l'époque Hollande, tu te souviens, voilà, pour la déchéance de nationalité, il y avait eu tout un débat qui nous avait pris encore des plombes de polémique. Voilà, là, je pense que il y a quand même un petit calcul politique de la part du gouvernement pour, pour créer du débat comme ça autour de quelques dizaines de personnes, parce que tu sais que en Syrie, quand même, il y a pratiquement 1000 personnes. Moi, les chiffres que j'ai vus, c'est entre 700 et 900 Français concernés là-bas sur place, etc. Donc, tu vois, c'est quelques dizaines, c'est vraiment résiduel par rapport au nombre de Français et Françaises là-bas sur place. Voilà, donc voilà, en France, tu juges des violeurs d'enfants, des hommes qui ont tué des femmes, tu juges les plus grands criminels en France, voilà. Mais tout à coup, pour ces gens-là, tout à coup, non, il faudrait pas les juger, il faudrait les bannir, il faudrait les envoyer sur Mars. Voilà, c'est complètement ridicule. C'est une polémique qui n'a vraiment pas lieu d'être. Voilà, si on voulait aller plus au fond de cette question-là, voilà, à un moment donné, il faut dire que c'est un problème français, c'est le problème de la société française. Il faut que cette société, elle comprenne pourquoi ces gens sont partis en Syrie. Ça, c'est important. Il faut aussi comprendre quelles sont les responsabilités de ces départs en Syrie, quelles sont les complicités éventuellement. Bien voilà. sûr. Et pour ça, il faut pouvoir les entendre. Ouais. Voilà, moi, ça m'intéresse que ces gens reviennent, qu'ils nous expliquent un petit peu ce qui s'est passé. Ce pourquoi ils sont partis. Et s'ils sont coupables de crimes, qu'ils soient jugés en tant que criminels sur la base de lois précises, dans le droit français. Alors on va prendre l'avis de nos auditeurs, tiens en particulier un de nos chroniqueurs qui a peut-être un avis bien tranché là-dessus, Sofiane Nagdari. Salut Sofiane. Oui, salut Christophe, salut Fatima, salut à tous les auditeurs. Normalement, je devais intervenir demain. Oui, tu viens demain aussi. Mais je profite de la présence de Fatima et Faiza qui ont un avis contradictoire au mien pour échanger et tenter de m'expliquer un peu certaines interrogations. Moi, je suis contre leur retour. Je parle bien de terroristes, pas des 130, mais quand elle parle, Fatima, à juste titre, des mamans ou des enfants ou des femmes de terroristes, c'est sûr que, voilà, au cas par cas, il vaut mieux traiter. Certaines sont victimes de ce choix de leur mari, peut-être, mais certains sont partis de leur propre gré dans un territoire de guerre. Et ils ont rejoint des organisations terroristes, Al-Nusra ou Ahrar al-Sham ou Daesh ou tous les groupes terroristes qui sont là-bas et qui ont été soutenus juste au début par l'OTAN et certaines puissances régionales. Alors c'est d'où la complexité de les condamner en vérité, parce qu'il suffirait après de condamner, comme dit Fatima, même le gouvernement, parce qu'on a un ministre des Affaires étrangères qui a parlé d'Al-Nusra qui faisait du bon boulot. Oui, Laurent Fabius.
vu qu'on est dans un état de droit, ça sera très difficile de les condamner, parce qu'il faut vraiment des éléments pour les juger, les condamner, parce qu'il y aura quelqu'un qui va vous dire, moi je m'occupais de la maternelle de Daesh, ou je m'occupais voilà, du bétail, ils peuvent inventer quoi que ce soit, mais on n'aura aucune occasion pour les condamner, et de les retrouver après dans la rue, avec tous les conséquences qu'on peut avoir. Et même si on les emprisonne, ils peuvent aussi, c'est un virus, hein, ils sont convaincus, ils ont claqué la porte, ils ont traversé des milliers de kilomètres pour leur idéal d'instaurer un régime à la saoudienne ou je ne sais quoi. Mais ils ont échoué, ce virus il est toujours là. Ils ont été arrêtés, ils n'ont pas été repentis, ils ne se sont pas présentés à des forces régionales ou des forces turques ou syriennes ou autres. Syriennes je pense pas, parce que autrement ils auraient eu un autre sort. Mais voilà, moi c'est ça mes interrogations, c'est de voir après, même si on les ramène, on les juge, c'est beau, ouais, les droits de l'homme, etc. Mais en même temps, on aura des bombes à retardement qui peuvent exploser à tout moment. Surtout... Oui, vas-y, je peux me permettre de te poser une question. Alors, tu sais qu'en France, régulièrement, on arrête des violeurs d'enfants. Voilà, des pédocriminels qui violent comme ça. Oui, non, mais je vais aller jusqu'au bout de ma question et puis après, j'attends ta réponse avec impatience. Donc, on arrête comme ça ces pédocriminels, ils sont arrêtés. Bon, voilà. Ensuite, il y a une enquête qui est établie. On essaie de voir un peu, de trouver des preuves, etc., etc. Est-ce que, pour suivre ta logique, ces gens-là, parce que on est d'accord, c'est quand même des crimes graves de violer des enfants. On est d'accord avec ça. Oui, qui ont été commis en France. Voilà, qui ont été commis en France. Est-ce que on est d'accord pour dire que ces gens-là, en fait, ont le droit d'être jugés devant un tribunal et sur la base de lois et devant un tribunal français et qui ne doivent pas être bannis, c'est-à-dire envoyés sur des îles comme à l'époque, hein, au Bagne, je sais pas moi. Mais là, Fatima, en Nouvelle-Calédonie, etc. Oui. Je te réponds parce que les éléments qu'on a, moi, ce que j'ai dit, c'est pas qu'ils n'ont pas droit à être jugés. Je dis que ça, on est dans l'incapacité de présenter des éléments qui peuvent les condamner alors qu'on a tous les éléments. Alors ça, c'est autre chose. Non, moi, je te parle de droits fondamentaux. Moi, le droit de français, de pédocriminels. On a vu des pédocriminels qui ont commis leurs actes dans des pays du Maghreb ou autre chose et qui ont été libérés. Maintenant, en France, on peut pas, on va les juger sur des éléments qui sont, c'est leur parole. On n'a aucun moyen de vérifier. Sauf que, alors, t'as pas les moyens de vérifier, mais moi, je te parle de droits fondamentaux, en fait. Non, mais il y a des droits fondamentaux. Les moyens, c'est vraiment sous-estimer les services de renseignement français. Vous croyez, est-ce que vous pensez une seule seconde que la DGSI ici en France surveille l'intérieur et que la DGSE surveille pas ce qui se passe en Syrie? Je suis persuadée que, pour moi, ils savent tout ce que font et les responsabilités des uns et des autres. Parce que quand ils ont voulu, sous le gouvernement Hollande, en dégommer certains, ils ont su où les trouver. Non mais c'est sûr, oui, t'as raison Faiza, mais c'est surtout en fait au-delà de tout ça. Moi si je posais tout à l'heure cette question par rapport aux pédocriminels, c'est qu'en fait on vit dans un état de droit. Il y a des règles à respecter, il y a des droits fondamentaux à respecter. Les Français ont le droit d'être jugés. En fait moi ce que j'essayais de te dire, alors moi j'essayais, alors non, mais c'est pas ça un état de droit. En fait c'est pas suivre les émotions des gens et les petites peurs des gens, parce qu'à ce moment-là il faut qu'on s'interroge les uns et les autres sur nos peurs, nos fantasmes, etc. Ça c'est autre chose, c'est l'émotion en fait. Ça c'est autre chose, ça se règle à la télé on va dire, ou dans un sondage ou je sais pas quoi. Non, là moi je vous parle de choses sérieuses. Je vous parle d'état de droit. En fait, il y a un moment donné, il faut respecter les règles parce que sinon c'est le chaos, c'est n'importe quoi. Si tu commences à faire en fait des exceptions avec les Français partis en Syrie, etc., on va pouvoir faire des exceptions avec tout en fait. Oui, donc à un moment donné, il faut déjà respecter la base. Fatima. La base, c'est qu'un Français, un Français avant d'être condamné, il faut qu'il soit jugé. Avant d'être condamné, il faut qu'il soit jugé. Ça c'est la base, c'est la base du droit. Non, ça c'est toi qui le penses. Ça, c'est toi qui le penses. Tu n'es pas un tribunal. Tu n'as pas légitimité à les condamner. Tu ne l'as pas, cette légitimité-là. Moi, je vis dans un état, excuse-moi, je finis ma phrase. Non, on vit dans un état de droit. Moi, en tant que citoyenne française, je veux que le droit s'applique. Je veux que l'état de droit soit respecté. Est-ce que je peux te donner un exemple, Fatima? Imaginons effectivement, donc, ces gens reviennent, ils soient jugés, et qu'ils sortent un jour ou l'autre de prison, et que, par exemple, je sais pas, 1 an après, ces mêmes personnes commettent un acte. Qu'est-ce qu'on va dire au gouvernement? Alors Christophe, qu'est-ce qu'on va lui dire? De la même manière que je vais te poser la question, imaginons que des pédocriminels soient arrêtés, qu'ils aillent en prison et qu'un jour ils sortent de prison, parce que tu sais ils finissent par sortir de prison et qu'ils recommencent et qu'à nouveau ils violent des enfants. Alors qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta solution, Christophe? Tu ignores pas quand même qu'il y a eu des attentats dans ce pays. Il y a eu 130 morts. Tu n'ignores pas qu'il y a des viols aussi dans ce pays. Non mais d'accord, mais c'est le collectif qui a été touché, Fatima. Mais c'est ça qu'on a du mal à comprendre.
les enfants, c'est pas important. Mais j'ai pas dit ça. Non, Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Pourquoi je te dis ça? C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être comme ça sur de l'émotion par rapport à des actes qu'on qualifie de terroristes, par rapport à d'autres actes qui sont criminels, qui sont tout aussi graves. Il faut rester raisonnable. Voilà, il faut raison garder, comme on dit. Voilà, il faut rester froid. C'est-à-dire qu'il y a des crimes qui ont potentiellement été commis. Et ben, il faut juger les gens sur la base d'un état de droit. Voilà, c'est tout. Il faut pas chercher plus loin. Oui, mais tu te rends compte, moi j'ai peur qu'il y ait un attentat dans le métro parisien. Non, ça c'est pas du droit, ça. Ça c'est pas de la logique. Je veux dire, à partir du moment où on fait des exceptions dans le droit sur la base d'une émotion populaire, parce que là il s'agit d'émotion populaire et le gouvernement sait ce qu'il fait. Voilà, il cherche l'émotion populaire. Ouais. C'est le chaos. Et on sait pas vers quoi ça va aller. Parce que là, tu vois, là je te parlais des pédocriminels. Ça, voilà, pour moi c'est, j'ai pris l'exemple le plus évident pour vous parce que j'imagine que vous êtes quand même contre les viols d'enfants. Voilà, j'aurais pu prendre d'autres cas où nous, par exemple, moi je suis musulmane. Voilà, tu sais que voilà, il y a eu à un moment donné, il y a eu pas mal de persécutions quand même qui ont été faites après les attentats de novembre 2015. Voilà, il y a eu des perquisitions, il y a eu voilà des choses quand même pas complètement nettes qui ont été faites. Moi ça me fait peur de voir que les gens ne respectent pas l'état de droit, ne respectent pas les lois. Donc voilà, pour moi, à partir du moment où on ne les respecte pas pour ces Français-là, potentiellement ça veut dire qu'on va pas respecter mes droits non plus. Donc j'invite chacun à raison garder et à se dire que voilà, ça nous arrange tous que l'état de droit soit respecté tous et toutes. Voilà, parce à un moment donné, on pourrait nous-mêmes se retrouver comme ça dans une situation où on est pointé du doigt. Bon, alors à partir du moment, oui, Faiza, un truc à rajouter et qu'on n'a pas soulevé, même si j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que moi je suis comme Sofiane. Si je réponds à mon émotion, ces gens-là qui restent là-bas et qui reviennent plus tuer des gens ici sur la promenade des Anglais, qui viennent plus tuer des gens au Bataclan ou tout ce qu'on veut. Bien sûr que dans mon cœur de maman, ça fonctionne comme ça. Sauf que il faut bien retenir une chose, c'est que ces gens-là qui vont probablement être rapatriés vers la France, eh ben ils sont pas aux mains la plupart du régime irakien ou du régime syrien. Ils sont pas aux mains d'une justice légitime. Ils sont aux mains des YPG, du PKK. Quelle garantie est-ce qu'on a que ces gens qui sont classés aussi comme terroristes ne vont pas demain les relâcher? Sincèrement, moi je préfère les savoir ici dans une prison française que de les savoir là-bas et que demain, quand on voudra faire du chantage à l'État français, on dira bon bah c'est bon, allez on les a relâchés. Hop, on ouvre les portes et là à ce moment-là, c'est 130 personnes, bébés y compris, ils sont dans la nature et là, on n'a plus aucun moyen de savoir non seulement si ils sont pas en danger, s'ils vont pas se faire massacrer dehors, je parle pour les enfants et les femmes principalement, et pour les hommes, ceux qui sont partis en étant convaincus qu'ils vont pas revenir ici en sous-marin de la même manière qu'ils sont partis, parce qu'il y a toujours des failles. Et le système, on le sait, même s'il y a beaucoup de surveillance, ça reste une passoire. Bon, merci mon Sofiane en tout cas pour ton avis. Rajouter à cela le nombre d'Européens qui sont en Syrie et qui risquent ce qu'a bien expliqué Faiza, à savoir avoir la main dessus et savoir où ils sont, où ils font. On a vu des gens fichés S pouvoir être dans la capacité de tuer des gens. Alors moi personnellement, je ne suis pas vraiment en confiance avec cette justice pour le moment qui est à creux. Voilà, je parais un peu d'extrême droite, c'est des propos un peu exagérés peut-être pour certains, mais à titre personnel, j'ai peur pour moi et pour mes concitoyens. Et parallèlement, avec tout le climat islamophobe et toute la généralisation qui suit après sur les réseaux, sur les chaînes continues. À titre personnel, je préfère les avoir au Moyen-Orient. Ils ont choisi d'y aller là-bas et de mourir pour leur cause. Qu'ils y restent. À titre personnel. Après pour l'état de droit, les droits humains, etc. Bah c'est quand même important. C'est pas rien les droits humains. Non, mais c'est surtout. Les droits humains, c'est des gens qui ont décapité, qui n'ont aucune valeur au système dans lequel on vit. Ils n'y croient pas à ce système. Eux, ils n'ont pas. Ils ont vomi ce système pour aller instaurer un idéal pour eux. Et moi, je vais leur faire profiter de ce système dans lequel ils l'ont vomi. À titre personnel. Après, voilà. Mais peut-être que ne pas laisser. Comme je vous dis, je me cherche. Même moi, personnellement, je me cherche dans cette réponse. J'ai pas un avis tranchant. Dans le doute, je préfère les avoir là-bas et même les avoir ici contrôlés. On a pas mal d'Européens avec les Schengen et avec les frontières qui sont complètement ouvertes. On peut avoir des Belges et on a bien vu des gens venant de Belgique commettre des attentats en France. C'est-à-dire, on est vraiment dans une bombe à retardement et qui risque de se répercuter sur nous en tant que musulmans dans ce pays. Mais c'est pour ça, peut-être que comme c'est une bombe à retardement, comme tu dis, il faut essayer d'agir de manière intelligente sur le long terme. Voilà, quand tu dis je veux pas qu'ils reviennent. Attends, j'aimerais bien juste à chaque fois, parce que j'aimerais bien juste dire quelque chose, finir une phrase. Tu vois, ils reviennent, voilà, ils reviennent et puis on les met sur la balade des Anglais, comme le disait tout à l'heure Faiza. Ils vont pas tout de suite pouvoir fomenter un attentat. Tu vois, ils reviennent, voilà, ils sont pris en charge par l'État. Donc voilà, alors Castaner disait
disait qu'ils allaient être directement en prison, jugés, etc. Il y a un accompagnement aussi qui peut être proposé, enfin tout au long de leur incarcération, etc., etc. Non, mais voilà. Donc voilà, ils vont pas juste arriver comme ça et puis être laissés dans la nature. Ça c'est une chose. Et puis par rapport au climat islamophobe, moi la question que je pose c'est est-ce que le fait de considérer que ces gens-là, parce qu'on a l'impression qu'on parle de gens qui ne font pas partie de la société française et que ce sont des extraterrestres, des créatures diaboliques, etc. Non, mais voilà, moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, voilà, il faut qui on exclut pas. Pour moi, je le dis, bon, Nicolas Sarkozy, par exemple, qui là, et il y a une enquête par rapport à ce qu'il fait, tu sais, par rapport à ce qu'il a fait et sa responsabilité dans la guerre en Libye. On est d'accord, c'est plusieurs milliers de morts. Il n'y a pas que lui, dans cette guerre Libye, beaucoup de pays arabes ont participé. Non, là, je parle d'un Français, donc lui en particulier, puisqu'on parlait des Français. Voilà, il a quand même, voilà, quelque chose à voir, on va dire. Je veux pas aller plus loin parce que voilà, je respecte sa présomption d'innocence justement. Voilà, il a quelque chose à voir. Voilà, et toi tu me dis pas, Christophe, mais tu te rends compte que lui, etc. Il a plus le droit de parler, il a plus le droit, etc. Il ne mérite pas d'être jugé. Donc lui, voilà, il est bien traité, même pendant la garde à vue, on le laisse sortir. Merci. Donc à quel moment on considère qu'il y a des gens qui ont le droit d'être, voilà, d'être entendus et d'être jugés, et à quel moment, il y a des gens, non, ils n'ont pas à être entendus et jugés. Et pardon, pourquoi je parle de climat islamophobe, c'est justement que de faire la distinction comme ça entre des individus selon, en fait, moi, je comprends ce que vous dites, hein, selon qu'ils soient musulmans ou pas, selon que leur crime soit perpétré en tant que musulman ou en tant que non musulman. En fait, ça, il faut se poser la question de savoir dans quelle mesure ça contribue au climat islamophobe, c'est-à-dire de faire une sous-catégorie de Français. Alors il y a des Français, quand ils sont criminels, ils ont le droit d'être jugés, et puis il y a des Français, quand ils sont criminels, ils n'ont pas le droit d'être jugés, et il faut les bannir, il faut les envoyer. C'est des crimes qui ont été commis à 3000 km ou 4000 km. C'est pas des crimes qui ont été commis ici en France. Tu sais on peut pas les juger ici en France sur des crimes qui ont été commis. Non, mais il y a des Français. Alors qu'on les a encouragés en vérité de partir et de commettre des crimes. Non, mais il y a des Français qui commettent des crimes ailleurs qu'en France. T'es au courant quand même. Et pourtant, ils ne perdent pas leurs droits fondamentaux. Des autres pays, après on coordonne afin de les rapatrier. Voilà, là, il y a pas. Mais on respecte les pays où ils ont été jugés. Il y a des tribunaux dans ces pays. Ah bon? Alors, dis-moi, quel tribunal peut juger ces Français? Quel tribunal où ils peuvent juger ces Français? Le tribunal syrien, le tribunal turc. Alors, le tribunal irakien. Alors, est-ce que le tribunal kurde, comme l'a dit, non, mais kurde, je parle de kurde. Merci. Non, mais je te parle de ce que disent les responsables politiques français. Il y a des responsables politiques français qui parlent de tribunaux kurdes. Moi, c'est pour ça que je parlais de kurde. Qu'il y aurait un État kurde. Voilà. Et c'est ce que je dis. Certains sont détenus par des Kurdes. Certains sont détenus par des Kurdes. Qu'on les traite comme alliés, alors qu'ils sont dans les. Certains sont détenus par des Kurdes ou pas? Oui, ils sont détenus par des Kurdes, bien sûr. Ouais. Donc on est d'accord, il n'y a pas de tribunaux. Ils sont détenus par une faction terroriste kurde, oui, effectivement. Et donc ils peuvent pas être jugés comme alliés pour l'État français. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas de tribunal qui peut les juger là-bas. Contre Daesh, uniquement quand ça parle de Daesh, oui, à ce moment-là, le gouvernement français fait état de convergence, de lutte, quoi. Il les considère comme alliés. Les Kurdes comme alliés. Mais est-ce qu'ils ont un tribunal qui peut les juger? Non. Pas moins une faction terroriste qui demain, si elle se retourne contre l'État français, peut appuyer sur cette espèce de chantage à la détention de potentiels ou de présumés terroristes pour venir faire peur à l'État, c'est tout. On sait très bien que c'est une faction terroriste qui détient une autre faction terroriste. Non. Bon, merci Sofiane. Rendez-vous demain, Sofiane. Salut Sofiane. Voilà, 01 40 33 9 pays. Il y a du monde qui souhaite intervenir parce que finalement chacun a son petit avis à donner sur le sujet, c'est forcé. Tiens, Mohamed de Colombes. Salut Mohamed. Salut Christophe, salut à vos invités, Faiza, Fatima, c'est ça qu'elle s'appelle? C'est ça, Fatima Wassak et Faiza Ben Mohamed, et c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oh, désolé, franchement désolé. Donc, j'ai écouté un petit peu votre intervention sur ce sujet. Je trouve que c'est Faiza qui est au téléphone, qui est à Nice, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, et celle qui est sur avec toi, le deuxième c'est Fatima. Oui, absolument, oui. Et donc je trouve qu'elle est trop gentille. Je trouve elle vit dans un monde de bisounours. Elle est persuadée que c'est des mecs qu'on va ramener, qu'on va rapatrier en France et qui vont se tenir tranquilles, vont faire une peine de prison. C'est très bien que la perpète en France, ça n'existe pas. Donc ils sortiront un jour ou l'autre. Donc le problème, c'est que moi, je voudrais lui dire, est-ce qu'elle a déjà eu quelqu'un qui a été touché par un attentat? Parce que je pense que l'état d'esprit dans lequel elle est, je pense qu'elle voit les choses, elle est sur son petit nuage. Donc, dans un premier temps et dans un deuxième temps, j'estime que les gars, ils ont rien commis en France. Ils n'ont pas été jugés par le gouvernement français. Je prends un exemple. Demain, vous passez 1 kilo de shit
en Thaïlande. Vous vous êtes fait serrer par la douane thaïlandaise. Qui va vous juger? Malgré qu'ils sont français, les mecs. C'est le gouvernement thaïlandais. On est d'accord? Donc au jour d'aujourd'hui, pourquoi vous voulez qu'on ramène ces mecs-là en France? Ils ont décidé, moi je suis tout à fait d'accord avec votre interlocuteur de tout à l'heure. Il a tout à fait raison. Bon. Il a tout à fait raison par rapport à ce qu'il disait, parce que on n'a pas à ramasser ces gens-là par principe, parce qu'ils sont français. Ils sont français, ils ont décidé de combattre ce gouvernement français. Après, moi, je suis pas pro-français, pro-gouvernement. J'estime qu'il y a une loi. La loi, elle dit que celui qui commet quelque chose de très très grave, après, peu importe l'endroit où il l'a commis. Alors, mais l'endroit où il l'a commis, à ce moment-là, qu'on les remette à une autorité là-bas, que ce soit l'autorité irakienne. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est le problème, c'est qu'il y en a plus. Enfin, il y en a pas, puisque la plupart des Français, on disait tout à l'heure, sont retenus par des Kurdes, et il n'y a pas de tribunal kurde, etc. En fait, la seule femme française qui a été pour l'instant jugée par un tribunal irakien, c'est Mélina Bouguedir. Elle a été condamnée début 2018 à 30 ans de prison. Cette dame, elle avait 4 enfants. 3 ont été rapatriés en France avant qu'elle soit jugée. Et ensuite, elle, en fait, elle avait encore un bébé avec elle. Et ce bébé, eh ben, le gouvernement français s'en lave les mains et ce bébé, il est incarcéré avec sa maman en Irak. Est-ce que c'est normal? Non. Alors, Mohamed, bouge pas parce que t'as quand même interpellé Fatima en lui disant qu'elle vivait un peu sur son nuage. Fatima, est-ce que tu en es descendu de ton nuage? Non, mais c'est pour ça. Oui, je me disais, il faut quand même qu'on respecte la parole des uns et des autres, des unes et des autres. Donc moi, je ne préjuge pas, monsieur, que vous avez vécu des choses, que voilà, il y a des choses graves dans votre vie ou pas. Moi, je vis absolument pas dans un monde de bisounours. Je suis une militante. Par exemple, je milite contre les violences policières. Donc voilà, là, on organise samedi une conférence sur police, justice, prison, et notamment on invite une femme, Marie-Reine, qui a été tabassée par la BAC d'Agen. Donc voilà, et elle a été à l'hôpital, elle est traumatisée à vie. Donc voilà, donc des agressions, des violences, de la souffrance, etc. J'y suis confrontée. Voilà, j'ai pas besoin, j'attends pas que on me parle de terrorisme, qu'on utilise comme ça des grands mots avec plein de sang, plein d'images, plein de caricatures, etc. pour descendre de mon petit nuage de bisounours. Donc non, je ne suis pas enfermée chez moi à regarder des dessins animés. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, je le rappelle maintenant, c'est qu'en fait, je comprends l'émotion. Voilà, quand on est chez soi dans sa salle de bain et qu'on pète un câble sur le terrorisme ou sur je ne sais quoi, les guerres qu'il peut y avoir dans le monde, etc. Ça, je le comprends. Il y a des choses horribles. Enfin, moi aussi, je peux essayer de sensibiliser sur le fait, voilà, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Chine avec les Rohingyas, etc. Enfin, je peux mobiliser comme ça des images pour faire peur et pour créer de l'émotion. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, quand on parle sérieusement, il faut parler de droit et il faut qu'on se mette d'accord les uns et les autres pour dire qu'en fait, l'état de droit est nécessaire pour qu'on puisse vivre bien correctement, que on n'aille pas vers un état fasciste, vers le chaos en réalité. Donc voilà, on a un système législatif, on a un système juridique. Pourquoi on s'appuierait pas sur ce système pour pour juger potentiellement des personnes qui ont commis des crimes? Moi, c'est là-dessus que j'insiste en réalité. Merci Mohamed en tout cas pour ton appel. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'appels, alors je vais essayer quand même laisser un maximum de gens avant que on entame notre période de réflexion, parce qu'on est là effectivement à commenter, mais on peut proposer, c'est toujours bien, et on va proposer, en tout cas aider un peu le gouvernement qui peine là, qui est dans la panade par rapport aux instances musulmanes de France. Samir qui nous a pas appelé depuis un petit moment, c'est le retour aussi de Samir. Salut Samir. Ouais, salut, salam, bonjour à tout le monde. Salut Samir. Alors c'est un sujet hyper complexe où votre intervenante disait juste qui mêle l'émotion, le droit, l'opinion publique, la politique. Vraiment, c'est hyper compliqué. Et c'est vrai que moi, quand j'ai entendu cette info selon laquelle voilà, il y aurait en fait le retour des djihadistes et qui seraient jugés ici, la première réaction que j'ai eue, la première réaction épidermique, c'était de les laisser là-bas, parce que je me suis dit, j'ai pas envie que dans ce climat islamophobe, finalement, ça donne du grain à moudre à tous les identitaires ici, et que pendant des années, parce que c'est ce qui va se passer aussi, on va avoir des actus continuelles, je veux dire en tout cas sur ça. Et après, finalement, la raison est revenue, et je me suis dit, il faut voir au cas par cas. Et effectivement, c'est des Français, il faut voir au cas par cas, parce que pour avoir été en relation un tout petit peu avec le sujet de par ma profession, il y a des mineurs qui se sont rendus aussi là-bas et qui ont commencé à être jugés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et après moi c'est mon avis aussi, c'est que quand on a pendant des années Pujadas
ou même d'autres présentateurs de JT qui nous disent Assad est en train de martyriser son peuple. Après, chacun son opinion. Hein. Je rentre pas dedans. Il y a les pro-Assad, les anti. Mais Assad est en train de martyriser son peuple, tout ça. Eh ben, il y a pas mal de gens qui ont envie, en fait, d'aller secourir le peuple syrien là-bas. Et qui se retrouvent à la frontière syrio-turque et qui se font après, en fait, enrôler par des groupes dont ils avaient rien prévu. Et il y a parmi ces gens, je pense, des gens qui ont été naïfs. Donc, je pense qu'il faut aussi voir au cas par cas, en retraçant, en fait, les parcours, les itinéraires, les raisons, les objectifs. Il y a certainement des salopards, des gens qui ont voulu aller en Syrie pour avec des mauvaises intentions, mais il y a aussi des personnes qui sont parties avec des bonnes intentions. Et ça, il y a que la justice et le cas par cas qui peuvent nous aider en fait à y voir plus clair, j'ai envie de dire. Merci Samir. Je suis entièrement d'accord avec Samir. Il a su raison garder. Oui, c'est Samir. Et en plus, voilà, il y a aussi l'idée que il y a aussi des jeunes, effectivement, qui ont pu être encouragés aussi, en fait, qui ont pu à un moment donné servir les intérêts de l'État français, de certains services français. Enfin, il y a pas mal d'enquêtes, notamment qu'on pouvait lire dans le magazine, dans le journal Le Point. Voilà, donc il y a et pour savoir pour tirer le vrai du faux, le vrai du faux, pardon, et pour savoir un peu ce qui s'est passé, ben voilà, il faut les entendre. Dans un instant, allez, on va proposer maintenant, parce qu'il faut qu'on aide. Le soldat Macron, il a un peu de mal avec l'islam de France. Il recule. Cette fois-ci, apparemment, c'est à cause des gilets jaunes. Sauf qu'il y a 3 projets là qui sont sur la table, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer? Quel est le chantier d'urgence à faire pour les musulmans, pour qu'ils se sentent mieux, pour que le culte soit mieux organisé? On va en parler dans un instant avec vous. À vous de faire aussi vos propositions au 01 40 39 000. Et on parlera évidemment de la violence policière que certains font mine de découvrir aujourd'hui, mais qui existe depuis des années. En tout cas, les quartiers populaires en savent quelque chose forcément. Et eh bien, est-ce que les policiers sont au-dessus des lois? C'est la question qu'on se posera dans un instant avec vous. LGF, le grand forum, le débat est passionnant aussi aujourd'hui au travers de cette question qu'on va laisser un peu de côté. Le standard explose, forcément, chacun a son avis à donner là-dessus. 01 40 33 9000, vous pouvez en tout cas continuer de nous le donner votre avis sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Le grand forum FM2. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu à un autre sujet qui est somme toute très intéressant et qui nous intéresse aussi tous et toutes, en particulier nous qui sommes de confession musulmane. Parce que effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que le président Macron envisage de faire un texte de réforme concernant le culte musulman, jusqu'à même revoir la loi de 1905, etc., etc. Sauf que à chaque fois, c'est repoussé et une nouvelle fois, visiblement, parce que les soucis du président français, on peut peut-être le comprendre là pour le coup, c'est les gilets jaunes. Aujourd'hui, donc, on repousse encore une fois ce sujet, en tout cas les annonces qui doivent en être faites. Et il y a jusqu'alors 3 projets, ma chère Faiza, qui va peut-être me contredire si je dis une bêtise. Il y a donc le CFCM qui a été créé, rappelons-le, par Nicolas Sarkozy en 2003. Aujourd'hui présidé par Ahmet Ograt, qui a son avis sur le sujet et donc essaye d'imposer sa feuille de route. Vous avez aussi un autre acteur, et pas des moindres, monsieur Marwan Muhammad, qui était ancien directeur exécutif du CCIF, qui est aujourd'hui donc à la tête de cette plateforme des musulmans de France, qu'ils ont présenté d'ailleurs en fin d'année à l'Institut du monde arabe. Et vous avez un troisième acteur, monsieur Hakim El Karoui, qui s'est invité aussi à la table et essaie d'imposer ses idées. Alors chacun évidemment essaye d'argumenter en disant que voilà, il y a telle chose à faire, pourquoi moi je suis plus expert que l'autre pour pouvoir le faire, etc. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, concrètement, tiens Fatima, je te pose la question clairement, quel est le sujet vraiment qu'il faut régler? Est-ce que c'est le problème des mosquées? Est-ce que c'est le problème des formations des imams? Est-ce que c'est le problème du halal? Est-ce que quel est le problème aujourd'hui auquel il faut absolument répondre? Alors, pour te répondre, parce que tu parlais des différentes initiatives qu'on connaît tous et toutes, et voilà, qui concernent la communauté musulmane, qui concernent l'islam. Moi, je vais te parler d'une autre initiative, mais ça me permet en même temps de te répondre, parce qu'il y a des éléments de réponse dans ce que je vais te dire. Alors, j'étais ce week-end samedi à l'inauguration d'un local, voilà, qui s'appelle Noun, à Paris. Et c'est la première fois que une organisation musulmane, TMTT, que tu connais, puisque les gens de TMTT étaient venus ici à la radio, et d'ailleurs j'espère qu'ils auront l'occasion de venir parler de Noun ici prochainement. Avec grand plaisir. Ils ont inauguré un local
magnifique. Franchement, c'est magnifique. Une salle de conférence, une salle de réunion, des bureaux vraiment en plein cœur de Paris. C'est la première fois que ça existe. Et alors ils ont fait des annonces ce jour-là et ils ont parlé d'un grand rapport d'études qu'ils étaient en train de travailler, qu'ils étaient en train de lancer sur les mosquées. Voilà, avec un sondage, avec une équipe qui s'est présentée samedi. Enfin, pour l'instant, c'est pas complètement public, hein, c'est pour ça que c'est une sorte de petit scoop ici à la radio. Mais il y a des philosophes, il y a des sociologues, il y a des théologiens, enfin il y avait tout ça, c'est hommes et femmes. Hein. Il y a des ingénieurs, des architectes qui travaillent là-dessus. Voilà, il y a un projet de mosquée. Carrément, tu vois, c'est-à-dire on travaille sur qu'est-ce qu'il faudrait comme mosquée au sein de la mosquée en termes de lien social, en termes esthétiques, architecturaux, en termes de management, en termes de formation, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait y trouver? Est-ce que c'est des jardins partagés? Enfin, il y en a qui m'ont proposé plein de choses, hein, des écoles, des écoles ça existe plus ou moins, mais une piscine, enfin voilà, il y a plein d'idées. La végétalisation avec toute une perspective écologiste super intéressante, voilà. Et alors ça c'est donc l'idée, et comment on peut travailler à travers le sondage, comment on peut recueillir comme ça la parole des premières concernées, c'est-à-dire les musulmans qui fréquentent les mosquées. Et par ailleurs, il y a un projet de mosquée qu'on va construire, c'est-à-dire du coup on va construire cette mosquée du futur, on pourrait dire, avec tous ces éléments-là qui auront émergé de cette enquête et de cette étude. Si je te dis ça, c'est parce que déjà moi je trouve que même ne serait-ce que la démarche, la manière dont elle est menée, c'est-à-dire demander aux personnes concernées, c'est-à-dire concernées par l'islam, qui est concerné par l'islam et la communauté musulmane, etc. On est d'accord. Les musulmans et les musulmanes. Oui. Donc voilà, et donc ça doit venir de là, ça doit venir de la base. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, je ne crois qu'en l'organisation autonome des musulmans et des musulmanes. C'est tout. Tu sais ce que tu me dis là sur Macron, puis alors Macron c'est le truc un peu moins polémique, c'est normal, c'est le chef de l'État. Après t'as les clochards là, je sais plus comment ça s'appelle, Rizen, Charlie Hebdo. Oui. Azina Belraoui. Voilà, t'as tous ces gens là qui créent comme ça du vent médiatique, qui créent comme ça. Tu sais que je ne suis même pas au courant. De temps en temps, il y a Youssef qui me dit mais tu sais pas, regarde sur internet et tout, elle a dit ça, il a dit ça, etc. Je m'en bats les reins, pour reprendre une expression que j'utilise souvent. Je m'en fous complètement, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse sont les musulmans et les musulmanes qui s'organisent, qui créent du savoir, qui créent de l'échange, qui créent de l'organisation, et notamment l'organisation autonome, et je t'assure que ça avance. Quand tu vois TMTT, regarde quand ils étaient venus ici, tu te souviens, ils organisaient des talks l'année dernière. Là, aujourd'hui, ils ont un local, ils lancent un rapport d'études avec des experts, ils vont construire une mosquée. Voilà, c'est ça qu'il faut valoriser en réalité, c'est ça qu'il faudrait dire au pouvoir public, c'est ça qu'il faudrait dire à Macron. On n'a pas besoin de toi, parce qu'on sait très bien... quand même, non, avec l'État. Voilà, alors, en tout cas, ce qu'il faut dire à l'État français, c'est qu'il faut qu'il arrête d'avoir cette habitude coloniale de vouloir nous gérer, de vouloir gérer l'islam. Voilà. Il faut qu'il arrête avec ça. On sait très bien que c'est de l'ordre du contrôle. Je peux me faire l'avocat du diable, c'est peut-être pas de vouloir contrôler, mais de vouloir savoir avec qui on discute. D'avoir des interlocuteurs. Comment ça? Non, mais je pose une question, moi. Je pose une question. Avec qui on discute? Parce qu'aujourd'hui, l'organe, j'allais dire, créé de toutes pièces en 2003, c'est le CFCM. On voit ce qu'est donné le CFCM, il est complètement par terre, il a plus de financement, il a plus d'argent. Ahmed Ograt l'avait dit d'ailleurs ici même. Alors peut-être qu'aujourd'hui l'État français essaie de trouver un nouvel interlocuteur. Non, mais c'est pas parce qu'il y a un espace à un moment donné qui est pas terrible et qui se casse la gueule qu'il faut recréer un truc pas terrible. Non mais en fait le CFCM, c'est pas à l'État français de décider qu'aujourd'hui on a besoin de mettre par terre le CFCM et d'aider les musulmans à reconstruire quelque chose. Les musulmans n'ont pas demandé à Monsieur Castaner ni à Monsieur Macron de les aider à s'organiser. Les musulmans, ils sont une communauté diverse, composée d'autres communautés à l'intérieur. Jamais j'ai entendu un musulman demander la réforme de la loi de 1905, parce que ça aussi on nous raconte, voilà, c'est pour aider les musulmans, blablabla. Quel musulman est allé demander à Monsieur Macron de réformer la loi de 1905 de sorte à ce qu'elle devienne une quasi-loi d'exception pour pouvoir contrôler le culte musulman, contrôler les finances, contrôler le marché du halal, contrôler les ouvertures de mosquées, instaurer un espèce de système de labellisation des finances pour le pèlerinage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Faïza, il n'y a pas de problème de finances dans les mosquées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler comment circule l'argent dans les mosquées? Il y a un problème sur certaines mosquées, je dis pas dans les mosquées. Il existe des problèmes dans les mosquées, comme il existe des problèmes dans les synagogues ou dans les églises catholiques. Oui, mais en l'occurrence, on parle des mosquées, voilà. Attends, quand il y a eu des scandales de pédophilie dans l'église catholique, qui sont, à mon sens, 20 fois plus graves qu'un potentiel problème d'argent, est-ce que le gouvernement français a dit, attendez, on va aider l'église catholique à réformer son culte, à réorganiser, on va réformer la loi de 1905 et faire tout un pataquès? Non, je suis pas d'accord.
On n'est plus dans un temps colonial. Les musulmans de France ont le droit de s'organiser eux-mêmes. Après, je dis pas que l'État doit se désintéresser complètement du sujet. Il peut être un facilitateur. De toute manière, il y a certains sujets pour lesquels on est obligé d'avoir comme interlocuteur les pouvoirs publics. Je parle notamment à la question je pense notamment à la question des rites funéraires ou des carrés musulmans dans les cimetières. Évidemment, l'État français a son rôle à jouer là-dedans, mais l'État français doit faciliter. On est dans une république laïque. Ce n'est pas à Emmanuel Macron de donner une feuille de route aux musulmans. Maintenant, pour les projets qui sont comme tu l'as dit tout à l'heure, en espèce de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Le CFCM aujourd'hui, comme depuis 15 ans, ne propose pas grand-chose. Alors j'aime pas faire des attaques personnelles parce que je pense qu'ils sont vraiment animés par de bonnes intentions. Mais ils n'ont pas de moyens, pas de légitimité, pas de feuille de route. Ils n'ont pas de feuille de route. À peine 30 000 euros par an. On dit le projet du CFCM, mais on ne connaît pas ils n'ont pas émis de projet. Est-ce que vous avez vu un projet être présenté? Non. Ensuite, vous avez Hakim El Karoui, qui pense gérer le culte musulman un peu à la manière de En Marche, Startup Muslim World. Voilà, on veut tout est axé sur l'argent. On veut centraliser les finances. Monsieur El Karoui veut décider lui-même quelle mosquée va être labellisée, pourra bénéficier des finances. On veut taxer le halal sur une base complètement folle parce que déjà l'industrie du halal n'est pas gérée par des musulmans, n'appartient pas à des ça faut le savoir. Hein, c'est pas un problème de le dire que le halal il a échappé complètement aux musulmans et que c'est pas lui qui le contrôle. Mais bien sûr, voilà. Toutes les industries halal, alors je parle de Regala, le Samia Halal et toutes les marques de charcuterie par exemple, tout ça ça appartient à des familles qui sont juives. Pour quelle raison est-ce qu'on viendrait les impliquer dans un truc comme ça, à vouloir taxer de la viande que déjà des familles précaires peuvent même pas se payer? On veut taxer 30 centimes par kilo de viande. Non mais il se prend pour qui? En fait, il veut avoir la main mise sur l'argent des musulmans. Et en fait, Monsieur El Karoui, il a conseillé la dictature de Ben Ali. Alors j'aimerais bien qu'il arrête de venir conseiller Emmanuel Macron parce qu'on sait où la dictature de Ben Ali a terminé, qu'il aille se mêler de ses affaires. Il n'a aucune légitimité, il n'a pas été choisi, il n'y a aucune étude qui a été faite. Ce monsieur, il déboule, il nous fait un rapport sur l'islamisme dans lequel il met tous les militants contre l'islamophobie de manière à les disqualifier. Je fais partie de ces gens dont moi, qui me suis retrouvé classifié dans un tableau avec des chouyours saoudiens en tant que propagandiste islamiste des réseaux sociaux, caisse de résonance, il a marqué la caisse de résonance islamiste. C'est quand même un monsieur qui a des méthodes très controversées et qui préconisait même de diligenter des contrôles fiscaux et sanitaires sur les associations et sur les structures religieuses qui refuseraient d'intégrer son système de raquettes, parce qu'il y a pas d'autre mot. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place et que chacun garde ses vaches chez lui. Bon, très bien. Et donc il y a le fameux troisième projet aussi qui s'appelle la plateforme des musulmans. Et là pour le coup il y a eu sondage, Fatima. En tout cas les internautes ont été sondés, ont pu répondre à un certain nombre de questions. Qu'on peut trouver bonnes ou mauvaises, c'est pas le problème, mais en tout cas elles ont été posées. Il y en a eu 17 ou 18, je crois, de mémoire. Il y a eu 17 questions, 27 000 participants et des milliers d'autres qui ont été consultés sur des opérations de terrain, sur des conférences, des meetings, des rencontres comme ça interassociatives. Il y a un certain nombre de thèmes. Tout à l'heure, tu disais quel est le sujet le plus qu'il faut faire tout de suite. Tout de suite. Alors, là, maintenant. Avec ces réponses, nous on a un certain nombre de thématiques qui ressortent. Et je dis nous parce que on sait que je fais partie de la plateforme Les Musulmans. Oui, vu comment on t'a parlé d'El Karoui, on a bien compris, hein. Oui, mais c'était même avant de le faire, El Karoui. Oui, non, mais bien sûr, ça t'appartient, ma chère Faiza. Voilà. Je te laisse cette liberté. Mais après, il y a un certain nombre de thématiques que les musulmans qui ont répondu au sondage ont nommé et en même temps ils ont donné une espèce de priorité. Après, il y a des sujets qu'on peut pas régler tout de suite et qui nécessitent beaucoup de temps. Je pense notamment à la question du pèlerinage pour avoir un espèce de fonctionnement qui puisse être pérenne et qui puisse aussi nous permettre aux pèlerins de partir à moindre coût parce qu'aujourd'hui les coûts du pèlerinage sont exorbitants. C'est exorbitant. Cette question-là. Malheureusement, ça nécessite l'intervention des autorités saoudiennes, ça nécessite beaucoup de discussions et donc c'est un sujet qui pourra pas être réglé dans les semaines qui arrivent. La question du halal, c'est pareil. Il faut un vrai diagnostic qui soit fait avec tous les acteurs de terrain, notamment les certificateurs. Je pense à AVS, à Shahada ou tous les autres certificateurs nationaux et même régionaux. Il y a ces questions-là. Il y a la question des rites funéraires, parce qu'aujourd'hui, les musulmans, quand ils perdent quelqu'un, souvent, c'est un fonctionnement qui est pas toujours très clair. Bon, je veux pas faire de généralité parce qu'il y a des pompes funèbres qui sont bien,
et qui font bien leur travail. Mais après, il faut savoir que souvent les gens, demain, tu perds ton père ou ta mère, si tu n'es pas accompagné par des personnes qui connaissent, souvent, soit tu vas te faire arnaquer, soit tu vas te retrouver noyé dans des papiers. Il faudrait vraiment pouvoir aider les fidèles dans tout ce processus qui est quand même quelque chose de douloureux et de fastidieux. Après, tu as d'autres choses. La question de l'islamophobie, la question du traitement médiatique du fait musulman, la question de l'enseignement religieux, la question de l'ouverture des mosquées, la question du financement, la question de la redistribution de la zakat. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire à court terme. Il y a du boulot, quoi. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de travail aujourd'hui. C'est vrai que aujourd'hui, on peut constater. Alors, on va pas en faire une généralité, Fatima, mais on peut constater quand même qu'il y a eu pas mal de soucis. Combien de projets de mosquées n'ont pas pu aboutir parce que la caisse a disparu? Combien d'argent qui circule dans les mosquées dont on sait pas très bien où ça va? Voilà, oui, alors il y a des problèmes. Oui, non, mais il y a des problèmes, ça c'est indéniable. Maintenant, pour pouvoir faire émerger ces problèmes et les régler, il faut pouvoir être légitime et il faut pouvoir inspirer de la confiance. Parce que tu demandes à des gens. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui passent leur temps à critiquer la mosquée qu'ils fréquentent. Ils peuvent pas aller au Jumu'ah ou à n'importe, tous les jours. Ils rentrent, ils te disent voilà, il y a tel problème à la mosquée, tel problème, etc. Tu leur demandes. Alors, quel problème exactement? Est-ce que tu peux m'en dire plus, etc. Ils vont dire il n'y a pas de problème dans ma mosquée s'ils ne te connaissent pas, s'ils te font pas confiance. Tu demandes aux musulmans et aux musulmanes en France quels sont les problèmes aujourd'hui dans votre mosquée. S'ils ne te font pas confiance, ils ne le disent pas. Et c'est normal vu comment on est traité et vu le contexte islamophobe, etc., etc. Donc c'est pour ça que je parlais de TMTT tout à l'heure et vraiment j'insiste. Donc TMTT, The Muslim Think Tank, et vraiment j'invite les auditeurs et les auditrices à se renseigner sur cette organisation qui, pour moi, vraiment, je trouve qu'elle est vecteur d'espoir vraiment, parce que c'est une organisation déjà qui existe depuis déjà plusieurs années. Je crois que ça fait 2011, ça fait 8 ans maintenant, 7-8 ans maintenant qu'elle existe. Elle est dirigée par quelqu'un qui est vraiment sincère, qui s'appelle Sabre Bougrine et qui lâche pas l'affaire vraiment depuis le début. Il avait une vision et vraiment, il sur quelque chose où il dit voilà, il faut y aller doucement, petit à petit, faut inspirer de la confiance, faut travailler. Il faut être sur le terrain, il faut être autonome. Tu vois, cette histoire de local, elle est très très importante. Dire voilà, il faut qu'on soit quelque part. Nous aussi, on a le droit d'avoir des locaux. Nous aussi, on a le droit de travailler. Et surtout, il faut prendre son temps en patience et construire. C'est quelque chose d'important, ça, le fait de prendre du temps et de construire, et pour que justement les musulmans et les musulmanes aient confiance et puis fassent eux-mêmes, pardon. Et puis sur cette question des mosquées, voilà, effectivement, tu disais il y a un certain nombre de problèmes. Voilà, faisons les choses dans l'ordre. Déjà, rassemblons-nous autour de savoir qu'est-ce qui se passe dans nos mosquées. Et puis posons la question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Voilà, on dit voilà, il y a ça qui va pas. OK, mais qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce qu'on veut voir dans nos mosquées? Comment on veut qu'elles soient dirigées, gouvernées? Qu'est-ce qu'on veut y trouver? Quel lien social on attend d'une mosquée? Notamment sur la question qui revient quand même beaucoup sur le rapport homme-femme au sein de la mosquée. Est-ce que ce sont des hommes et des femmes qui doivent prier ensemble, séparés, etc. Toutes ces questions-là, c'est à nous de les poser, et pour pouvoir les poser dans de bonnes conditions, il faut qu'on soit organisé. Chacun à sa place avec sa spécificité et sa spécialité. Il ne faut pas qu'on ait peur de nous organiser. Voilà, les musulmans et les musulmanes, il ne faut pas qu'ils attendent de l'État. Que ça se fait chacun dans son coin, non? Voilà, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'insiste sur TMTT. TMTT, c'est une organisation de musulmans et de musulmanes. C'est une organisation. C'est de dire, voilà, il ne faut pas qu'on reste isolé face à l'État français, face à Macron, etc., à se plaindre. Non, puisque nous, on dit que on a le droit, on a la légitimité de s'auto-gérer. Organisons-nous. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Bon, alors, on va parler d'un autre sujet. On aura l'occasion d'y revenir parce que, bien sûr, le président français, de toute façon, va s'y atteler. Ça, il va falloir s'y attendre d'ici quelques temps. Un autre sujet policier, vous le savez, le mouvement des Gilets jaunes a débuté le 17 novembre et beaucoup ont découvert au travers des différents samedis qui se succèdent. Nous en sommes au 11e acte qui s'est déroulé samedi dernier. Les Français, dans leur globalité, ont découvert ce qu'on appelle, et ce que l'on dénonce, nous, depuis une quinzaine, voire même plus d'années, ce qu'on appelle la violence policière. Et on découvre, samedi après samedi, qu'il y a des blessés, beaucoup trop de blessés, à tel point qu'on a ce chiffre qui approche tranquillement des 2000 blessés côté Gilets jaunes, 1000 blessés côté force de l'ordre. Des blessures graves, des gens qui ont perdu un œil, à l'image
Jérôme Rodriguez encore samedi dernier, mais bien d'autres, à peu près une vingtaine selon nos chiffres. Il y a des mains arrachées, il y a des gens qui sont visés à la tête par des tirs de LBD 40, que certains d'ailleurs qui demandent de l'interdiction. Aujourd'hui, on a cette violence policière qui s'exprime en toute tranquillité vis-à-vis de son peuple tous les samedis, et ça devient plus possible. Le seul homme politique aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui demande à ce que Castaner démissionne parce qu'il considère, lui, peut-être qu'il a tort ou raison, que c'est lui le responsable de ces flics, donc puisqu'il en est le premier flic. Est-ce que les policiers dans ce pays, Fatima Wassak, je te pose la question, est-ce qu'ils sont au-dessus des lois? Bah évidemment. Évidemment, ça fait, comme tu l'as rappelé, ça fait des décennies qu'il y a plusieurs hommes, jeunes hommes noirs, arabes, des quartiers populaires qui sont assassinés par des policiers, et on a la plupart du temps des non-lieux, voire même des policiers qui sont absolument pas inquiétés, qui ne sont même pas mis en examen. Voilà, il y a un certain nombre d'affaires qui sont en cours. Alors la plus connue, c'est l'affaire Adama Traoré. Il faut savoir, les gendarmes n'ont toujours pas été entendus. Ils n'ont toujours pas été entendus. Adama Traoré a été tué il y a 2 ans et demi maintenant. Même chose pour Théo. Vous vous souvenez, ce jeune homme qui a été violé quand même. Il a été violé par 4 hommes. Voilà, il s'agit d'un viol. Voilà, et les policiers n'ont pas encore été entendus. Enfin, ils ne sont même pas entendus. Donc effectivement, voilà, ce sont des policiers qui sont au-dessus des lois. Bon, pour une raison très simple, c'est que allez porter plainte contre la police auprès de la police. Donc vous allez être reçu. Et puis aussi, surtout, l'État défend son bras armé, tout simplement. C'est-à-dire que l'État ne veut absolument pas remettre en question. Un État policier, Fatima? En tout cas, alors là, en ce moment, oui. Enfin, moi, je pense que vraiment sur la manière dont l'État Macron gère ce mouvement de contestation sociale, on a clairement affaire à un État policier, voilà, un État répressif en tout cas, voilà, qui répond à des manifestations la plupart du temps qui sont pacifistes par des armes, par de la répression, par de la violence. Donc effectivement, on peut parler d'un État qui utilise en tout cas une répression massive contre un mouvement de contestation sociale qui est tout à fait légitime. Oui. Après, quand tu disais effectivement que la violence policière, on l'a pas découverte avant-hier. Ah non, ça, effectivement, clair. Alors il y a 2 choses, parce que moi, quand on dit oui, alors la violence policière, elle a toujours existé dans les quartiers populaires. La cible première, ce sont les jeunes hommes noirs et arabes. Je dis et les musulmans. Je dis que c'est vrai. C'est vrai que c'était la cible, c'était le laboratoire en quelque sorte des violences policières. Ça, c'est vrai. Maintenant, si ce mouvement de contestation sociale, qui depuis quelques mois, permet à la société française dans sa globalité, en tout cas dans sa majorité, de prendre conscience de l'existence de ces violences policières, de prendre conscience de l'injustice qui peut se perpétrer au moment des violences policières. Bon, il faut pas être rancunier. Enfin, à un moment donné, ça peut. Oui. Nous, on a toujours aspiré à ça, en fait, à ce que l'ensemble de la société française prenne conscience de la gravité de ces violences policières et de l'injustice qui touchait les jeunes hommes noirs et arabes. Moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Enfin, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il y ait une dissociation qui soit faite entre des violences policières légitimes, c'est-à-dire quand on tape sur la racaille des quartiers, grosso modo, et des violences policières qui seraient illégitimes, c'est-à-dire ces gilets jaunes, ces braves gens des ronds-points. Non, moi, je pense qu'au contraire, il faut faire un travail aujourd'hui pour dire, voilà, les violences policières, qu'elles touchent des jeunes hommes noirs et arabes, des quartiers populaires, ou des manifestants des gilets jaunes, c'est la même gravité. Voilà, c'est la même injustice. Et pourquoi pas, moi je trouve que vraiment ça peut être l'occasion, là, l'opportunité en tout cas, pourquoi pas profiter entre guillemets, profiter des violences policières, la phrase est mal formulée, tu m'auras comprise, mais en tout cas profiter de ce moment, on va dire de ce moment politique, ce moment social, pour créer des liens, pour travailler ensemble. Je te disais tout à l'heure, moi j'organise samedi par exemple une formation, alors que j'organise tous les mois autour d'une question de violence et discrimination que subissent les femmes issues de l'immigration postcoloniale. Voilà, je l'ai dit très très vite, mais voilà, sur une question en tout cas sociale, sur une question politique. Là, ce mois-ci, il s'agissait, c'est un programme qui a été conçu il y a 1 an déjà, donc on n'avait pas encore en tête évidemment pas ce mouvement des gilets jaunes. Et on avait prévu d'inviter notamment une femme qu'on a accompagnée à l'époque, qui s'appelle Marie-Reine. C'est une femme noire qui a été tabassée par la BAC d'Agen. Peut-être j'en ai déjà un petit peu parlé ici à la radio. Tu te souviens? Et donc on comptait l'inviter. D'ailleurs, elle va venir vendredi. Et on invite également des avocats, des sociologues, etc. là-dessus. Et ben voilà, on a décidé aussi d'inviter des femmes. Fatima, c'est quand? Alors c'est c'est à Paris. Alors je peux pas donner l'adresse parce qu'en fait pour c'est pas que je
peux pas la page donner. Facebook. Voilà. En fait, Facebook, Fatima Wassak. seuls les inscrits peuvent avoir l'adresse. Bon, très bien. Mais en tout cas, juste pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'on va aussi inviter des femmes gilets jaunes qui sont victimes de violences policières, justement pour créer du lien. Il y en a beaucoup, donc pour créer du lien, pour dire voilà, c'est la même question. Donc ne soyons pas rancuniers, au contraire, profitons de ça pour créer de la solidarité, du lien entre nous. Comme je disais tout à l'heure, Faiza, ces mêmes gens qui subissent aujourd'hui cette violence policière étaient peut-être devant leur télé en train d'applaudir la répression qui a été faite en 2005, par exemple, lorsque vous avez eu donc Ziad et Bouna qui ont été électrocutés à Clichy, qui sont suivis 3 semaines d'émeutes, on s'en souvient. Bon, alors ceci étant, il y a quand même 2 poids 2 mesures qui apparaissent et qui est flagrant. Je vais vous relater l'histoire un petit peu. L'ex-boxeur Christophe Détinger, qui a boxé donc le policier et qui a été ensuite, qui s'est rendu de lui-même au commissariat, qui a été mis en détention provisoire. D'ailleurs, aujourd'hui, on a appris qu'il avait fait une demande de libération. Elle lui a été refusée. Il reste en prison, en détention jusqu'à son procès le 13 février prochain. Dans le même temps et ce même jour, vous avez eu un gendarme, un policier, pardon, qui avait exactement fait la même chose, si ce n'est peut-être même pire, parce que lui, il est censé quand même donner l'exemple. Pire. Boxer 3 personnes du côté, alors c'était Perpignan, je crois. Ouais. Perpignan, oui. Et Pau, oui, Pau. Oui, c'est ça. Toulon, ouais, exact, Toulon. Tout ça, c'est le sud. Voilà, c'est le sud, on là-bas. est des Parisiens, nous, Christophe. Et bah lui, il a eu quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Non mais, Faiza, Fatima, il a eu quoi, lui, le fameux policier qui a fait les mêmes bêtises que Christophe Détinger? Il a eu des félicitations. Il a eu la Légion d'honneur. Oui, Légion d'honneur. Il a été décoré. Légion d'honneur et tout va bien, c'est tout. Voilà. Mais ça s'inscrit dans une continuité. Je l'ai évoqué la dernière fois. La question des violences policières Depuis, apparemment on n'aura pas la suite parce qu'on a été coupé. Bah oui, quand on commence à parler violence policière, ça y est, on l'a retrouvé. Faiza, recommence ta phrase, on avait été coupé là. Je pense que Castaner est passé par là. Ah bon, je recommence. Non, je recommence. Je disais, sur la question des violences policières, on n'est pas sur quelque chose qui date même depuis 2005. On est quelque chose qui remonte au début de l'immigration en 1960, avec une forte augmentation autour des années 73, notamment ici dans le sud de la France. C'est ici que ça a explosé sur Marseille et sur la Côte d'Azur, sur des massacres d'immigrés d'origine algérienne. Ensuite, sur les années 80, on a eu une poussée forte du racisme jusqu'en 83, où là l'État a tenté de faire son blabla et d'essayer d'arrondir les angles en disant que non, finalement, eux, ils sont pas racistes, que c'était le fait de certains et qu'ils allaient aider avec tout ce qu'on connaît, la marche des beurs derrière, la récupération par SOS Racisme, le PS qui va nous carotter pendant 20 ans encore, et puis tout le reste. Après, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont dû devant leur télé dire bien fait quand il s'agissait des quartiers populaires. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est la première fois avec ce mouvement des Gilets jaunes qu'on entend notamment même des gens qui font partie du Front National et qui s'élèvent contre les violences policières. Alors que c'est les premiers à applaudir. Ils ont applaudi quand les victimes s'appelaient Mohamed ou Karim. Ils étaient contents. On disait ça y est, la racaille, bien fait pour eux, nanana. Et quand il s'agissait d'Adama, c'est pareil, et quand il s'agissait de Théo, c'était pareil. Sauf que maintenant, les victimes ont changé de visage. Enfin, il y a toujours des victimes dans les quartiers quand même. Ah oui, bien sûr. Non, mais aujourd'hui, on parle, le grand public découvre et la vie, subissent cette violence policière. C'est toute la différence quand même. Et elle est importante, en tout cas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. C'est assez important hein, de continuer quand même à faire le lien et à dire que c'est pas, comment dire, profitons de ça pour faire le lien, parce que par exemple là sur les violences policières, il y a un collectif qui doit être mis devant et qui nous laisse après la pub, s'il te plaît, comme ça on a le truc tranquillement. Et en plus, on va zapper le zapping. Ma phrase. On va zapper le zapping pour le coup, pour qu'on puisse justement créer le lien, parce que c'est important. Et on a aussi ce devoir ici à France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum avec Fatima Wassak et Faiza Ben Mohamed. Aujourd'hui, de Rifen avec moi, ça va, je m'en sors bien. Je suis encore en vie, tranquille. Alhamdoulilah, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, et je vous invite que demain, vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé évidemment de ce retour de ces Français de Syrie. Vous avez entendu la position de Sofiane Nakdari, qui n'était pas franchement la même que celle que Fatima Wassak et Faiza ont défendue. Il sera là avec nous demain, donc pourrait aussi discuter. Avec on grand appellera plaisir, demain pour le contredire là. Non mais le LGF, c'est toute l'équipe qui nous a cassé intervient. notre délire, donc nous aussi demain. Non, il a donné son avis, ma chère Fatima. Non, mais je rigole. Évidemment, je sais. Alors,
Pour finir, évidemment, sur cette violence policière que l'on ne cesse de dénoncer ici, mais on n'a pas attendu encore une fois les gilets jaunes pour le faire. On l'a dénoncé à plusieurs reprises et au travers de différentes affaires. On a même fait, je me souviens d'ailleurs, une émission spéciale sur 30 ans et 40 ans de violences policières, de personnes qui ont été touchées. Et Faisal l'a rappelé à très juste titre tout à l'heure, que ça remonte même dans les années 60. Rappelons-nous ce qui s'est passé le 17 octobre 61 à Paris. Rappelons-nous quand même des Algériens qui ont été jetés dans la Seine, hein, qui n'ont pas... dont des enfants. Dont des enfants, absolument. Petite Fatima de 15 ans. Des enfants, mais enfin, je veux dire, ça n'a pas servi de leçon. Même en 61, on aurait pu avoir une espèce de sursaut j'appellerais ça un sursaut de dignité même de l'État français, qui aurait pu se remettre en question et essayer de faire en sorte que ça se passe autrement. Non, il y a eu et au-delà même de ces faits de violence et de crimes policiers, au-delà même, il y a même la réponse judiciaire qui est une insulte dans la plupart des cas. Je vais encore le répéter parce que je le dis à chaque fois, le monsieur, le CRS qui a tué mon oncle a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, amnistié par François Mitterrand. C'est quand même dramatique, c'est un crachat au visage de mes grands-parents, c'est un crachat au visage de notre identité et de tous les jeunes du quartier. Son oncle a été tué par un CRS. Alors, créons du lien. En tout cas, essayons. Mais juste avant, Fatima, peut-être que par rapport à l'événement dont tu nous parlais, tu t'es un peu trompé sur la date, je crois. Ouais, désolé, j'ai un peu le cerveau en vrac. Donc oui, c'est pas vendredi, c'est pas le 2, non, c'est le 1er février, c'est le 8 février. Voilà, oui. Et c'est l'après-midi de 14h à 20h pour qu'on ait vraiment le temps. Il y a un temps de conférence, donc il y a des intervenants dont je parlais tout à l'heure, des sociologues, des victimes de violences policières qui s'exprimeront. Puis il y a un temps d'atelier où, voilà, on va faire quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire on va travailler sur des projets concrets, des projets locaux, etc. Donc c'est à Paris. Police, justice, prison. Et c'est à Paris, ouais. Et pour avoir l'adresse, il faut aller sur la page, parce que c'est organisé par le réseau Classe Jean Race. Oui. Donc c'est les formations mensuelles. Il faut aller sur la page du réseau Classe Jean Race. Il y a un lien pour s'inscrire. Voilà, on s'inscrit, on reçoit tous les détails et toutes les informations pratiques. Voilà. Alors, créons du lien parce que c'est important et parce que c'est nécessaire même. Il y a une marche d'ailleurs samedi, l'acte 12, ça va être concentré justement sur tous ces blessés, tous ces gilets jaunes qui ont été blessés par la police. Il y a une marche donc pour rendre hommage à tous ces blessés. Ouais, samedi donc à Paris et partout ailleurs en France d'ailleurs. Comment créer du lien en un mot, Fatima? Déjà faut y être. Moi je soutiens. Moi depuis le début je soutiens ce mouvement des gilets jaunes. Je trouve que je l'ai déjà dit, je trouve que c'est inespéré. Tu vois, on s'attendait à voir les Français déferler dans les rues contre l'islam, contre les femmes voilées, etc. Non, les Français. C'était une volonté de certains. Déferler dans la rue sur une question sociale, voilà, contre les taxes, contre voilà une injustice fiscale, voilà, et pour réclamer de la justice sociale pour le coup. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Par ailleurs là sur cette question des violences policières, encore une fois, je pense qu'il y a une occasion pour nous militants contre les violences policières, il y a une occasion de créer du lien. Maintenant, il y a une condition, c'est quand même il faut respecter les militants, les militantes, les organisations qui luttent depuis des années contre les violences policières. Il faut pas laisser cette question-là à des gens qui ne s'intéressaient pas aux violences policières à l'époque où ça ne concernait que des jeunes hommes noirs et arabes des quartiers populaires. Voilà, c'est parce que ces gens-là justement vont créer de la cassure, de la fracture sur cette question des violences policières. Encore une fois, sur les violences policières légitimes quand ça concerne des noirs et des arabes, illégitimes quand ça concerne des petits blancs, des ronds-points pour être un petit peu caricatural. Donc voilà, il faut pas laisser cette tentation se faire. Il faut au contraire insister pour dire que les violences policières elles sont injustes, elles sont toujours illégitimes, qu'elles doivent être condamnées. Samedi, il y a effectivement cette marche des blessés. Alors c'est aussi parce que ça on n'en parle pas assez, les jeunes lycéens qui ont été mutilés par la police, parce qu'il y a par exemple à Garges un jeune garçon de 16 ans je crois, voilà. Alors là pour le coup tu vois souvent on dépeint comme ça sur le mouvement lycéen des jeunes racailles, genre ils brûlent des voitures, ils brûlent des poubelles, etc. Pas du tout. Là il s'agit d'un jeune lycéen tranquille. Enfin c'est pas pour dire que les autres méritent, mais lui il était tranquille. Il allait au lycée en plus pour travailler. Il est en terminale S, s'il te plaît, 16 ans, terminale S. Fais le calcul, il a 2 ans d'avance. Enfin voilà, c'est vraiment voilà un garçon voilà gentil quoi. Il a eu la mâchoire cassée, tu vois, genre la guerre 14-18 quoi. Ils lui ont tiré dans le visage comme ça au flashball. Voilà, c'est pour ces jeunes aussi qu'il faut aller manifester. Et puis et en particulier, ça c'est un appel que je fais pour le comité Adama, il faut se mettre derrière ces organisations là et en particulier derrière le comité Adama pour vraiment dire que ces questions qui viennent des quartiers populaires, voilà, de la famille notamment d'Assa Traoré, aujourd'hui elles occupent l'espace politique, elles occupent l'espace médiatique. Il faut pouvoir se mettre derrière ces
organisations-là, qui sont légitimes. Faiza. Assa Traoré, qui est famille de victimes de violences policières, mais qui est aussi gilet jaune. Voilà, c'est possible d'être les deux. Donc voilà, la toute légitimité à organiser samedi cette marche des blessés. Faiza, mais vraiment très très court, s'il te plaît. Comment créer du lien? Moi, je pense qu'on est dans un moment où il est en train de se passer quelque chose dans ce pays, où on comprend que maintenant la convergence des luttes, elle est absolument nécessaire. Et sincèrement, j'invite toutes les personnes qui se sentent concernées de près ou de loin par ces combats, parce que demain ça peut leur arriver à eux aussi, personne n'est à l'abri de ce genre d'exactions, à se joindre au collectif qui existe. Le comité Adama, il fait un excellent travail, et je suis certaine que chacun, auditeur, auditrice, quand vous nous écoutez dans vos régions, il y a des collectifs, des associations qui se battent contre ces faits. Allez les rejoindre, soutenez-les, grossissez leur rang pour que ça puisse peser politiquement. Merci à toutes les deux. Merci vraiment, Fatima. Merci, Faiza. À très vite. Faiza, Ben Mohamed, merci beaucoup. À toutes les deux, et restez bien à l'écoute de votre radio. Demain, autre plateau, autre ambiance. Il est pour l'heure, précisément à Paris comme partout ailleurs en France, 18h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.